Le midi, c'est à vous. Le midi, c'est à vous. Et comme annoncé, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Christian Feniou, qui est phytothérapeute, qui est chercheur, qui est auteur autour de son dernier ouvrage Alzheimer et déclin cognitif, des solutions innovantes. En fait, c'est hier que s'est tenue la présentation de son nouveau livre. Et dans ce livre, Christian Feniou suggère, face à la multiplication des dégâts neurodégénératifs, de donner enfin à nos cerveaux modernes tout ce que la nature peut offrir. On va faire la connaissance, plus ample connaissance de Christian Feniou. Qui est-il? Et puis un petit peu de ses travaux, de ses recherches. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Heureuse de vous accueillir. Surtout, vous venez d'une ville que je connais bien, chère à mon cœur, Châteauroux. Vous êtes Castelroussin, vous êtes un enfant du Berry. Tout à fait, oui. Vous êtes fils d'agriculteur dans l'Indre. À 11 ans, votre instituteur vous décerne le prix de calcul. Et le prix, c'était quoi? En fait, il vous offre un grand livre intitulé Le monde des plantes. Alors, soit c'est ce livre qui est le déclic d'une passion, ou bien cette passion pour les plantes vous vient aussi de votre enfance, passée à la ferme? Peut-être un peu des deux, mais je crois que c'était un déclic quand même. Et avec cet instituteur, j'ai des contacts permanents. Oui. Il a aujourd'hui 87 ans. Et je lui ai envoyé le livre juste avant de venir ici. Oui. Et 2 jours après ou 3 jours après, il me dit « Christian, j'en suis à la page 93 ». Donc il a envie de le lire. Assidu, oui. Il est assidu. Et il m'a dit « Je te ferai une synthèse ». Parce que pour l'instant, je trouve que c'est très bien écrit. Merci. Merci, monsieur le professeur. Oui. Monsieur l'instituteur. Ouais. Et donc, bien sûr, j'étais ravi. J'ai pas oublié que c'est lui qui m'a corrigé mes fautes éventuelles d'orthographe et de français sur mon premier livre. J'avais 23 ans, 24 ans. Oui, on va en parler. Donc, j'ai beaucoup d'affinité pour cet instituteur. Beaucoup d'affection aussi, j'imagine. Beaucoup d'affection, oui. Donc, tout à fait. Les anciens instituteurs, ils sont plus de ce monde, malheureusement. Dans les professeurs, mais il n'en reste plus beaucoup. Ouais. Donc, l'âge est là. Hein. Je veux dire, moi, j'ai 70 ans aujourd'hui. Voilà. Mes professeurs ont 15 ou 20 ans de plus. Bah oui, oui. Donc, le déclic vient peut-être de ce livre. Là. Voilà. Et après, j'ai demandé à mon papa de me trouver, non pas des livres de phytothérapie, parce que le terme n'existait pas. Oui. Phytothérapie, c'est un néologisme qui date du début des années 80. Donc, je me trouvais des livres sur les plantes médicinales. Voilà. Et il m'a trouvé un livre qui s'appelle le médecin du pauvre. Et il y avait plein on va dire, d'ordonnances, voilà, et que le médecin prescrivait telle et telle plante pour telle et telle affection. Tout à fait. Donc, et c'était bien pour moi, parce que le gamin que j'étais de 11 ans, j'arrivais à comprendre 80-90% des mots qu'il employait. Il y avait des termes techniques, mais peu, que je ne comprenais pas. Donc, après, il m'a retrouvé un livre de celui qu'on considère aujourd'hui comme le père de la phytothérapie, qui est Henri Leclerc. Rien à voir avec les magasins. Tout à fait. Et chaîne de distribution. Pour moi, le père de la phytothérapie, c'est un médecin des armées françaises, qui a fait l'Indochine et plein d'autres campagnes, et qui est Jean Valnet, que j'ai eu la chance de côtoyer. Et Jean Valnet a formé d'autres médecins, Lapras, Durafour, Moati, etc. Et donc, voyant ça, j'étais à cette époque responsable de la visite médicale de laboratoire. Oui, parce que, attendez, vous brûlez les étapes, parce que paradoxalement, c'est des études agricoles que vous allez faire. Tout à fait. Voilà. Un peu à contre-cœur. Oui, c'était poussé un peu par papa? Un peu poussé par papa, j'étais le 3e enfant. Mes frères aînés ne s'intéressaient pas du tout à l'agriculture. Et donc, la tradition voulait que je reprenne la ferme. Le flambeau, bien sûr. Oui, et bon, c'était pas mon truc, parce que c'était pas une ferme qui était viable à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Donc, je dis non, moi je m'intéresse à la phyto, je veux faire de la phyto, j'ai fait de la phyto, j'ai potassé. Ouais. Et puis je suis entré au laboratoire Aquapharma, et bon, j'ai prêché la phytothérapie auprès de 4500 médecins. Tout à fait, c'est-à-dire que déjà à 23 ans, vous commettez un livre, Les plantes de mon dictionnaire de santé,
Oui, on savait des choses. Mais Depuis oui, que ça oui. Bah écoutez, c'est normal, c'est la radio, on se renseigne. Et puis alors, vous rentrez justement dans un laboratoire de phytothérapie, vous occupez le poste d'information médicale, c'est en 80. Et puis voilà qu'en 82, c'est des médecins en fait qui vous demandent de créer un enseignement sur la phytothérapie. Donc vous créez un collège de phytothérapie. C'était aux alentours de 1983. Exactement. Et là, vous allez rencontrer des naturopathes, des médecins, des diététiciens, des kinésithérapeutes. Vous êtes passionné de phytothérapie, ça vous nous l'avez dit depuis que vous êtes tout petit. Et vous avez parcouru le monde à la recherche de plantes et de leurs principes actifs. Alors certains pensent que la phyto, c'est pas sérieux, que c'est des remèdes de grand-mère. Et pourtant, vous leur dites, il y a de nombreux médicaments qui sont à base de plantes. Je veux dire, encore aujourd'hui, il y a 60% des médicaments qui sont à base de plantes. Si je vous dis, il y a l'aspirine, ça vient d'où? Ça vient du Salix alba, du saule blanc, de Spirea ulmaria, de la reine des prés. Le fameux tramadol, vous dites aussi. Le fameux... Vous savez des choses. Oui. Le tramadol, c'est le péché nucléaire, c'est le péché africain. La racine et l'écorce du péché. Et c'est la même molécule que le tramadol qui est vendu des millions d'exemplaires à travers la planète. Des milliards peut-être. Oui, on peut mettre 3 zéros, oui. Donc vous avez raison. Donc je veux dire, la nature offre à tout à chacun la possibilité de soigner. Mais on est des enfants de cœur encore, parce que on ne connaît pas la phytothérapie. Est-ce que je peux connaître ces peu de choses par rapport à des milliers de plantes médicinales qui existent sur la planète et que nous ne connaissons pas. Mais il y a des siècles et des siècles de phytothérapie, on n'appelait pas cela comme ça avant, puisque on remonte à Hippocrate où il disait le médecin soigne et la nature guérit. Donc ça date pas dire. Je crois même qu'au niveau des fouilles archéologiques, on a trouvé aussi des traces comme quoi voilà, on soignait par les plantes au niveau des fossiles, au niveau... Oui, tiens, c'est marrant si vous dites là, parce que l'avant-propos de mon livre, du docteur Jean-Louis Picou, il en parle dans cet avant-propos. Alors aujourd'hui, les gens ils sont de plus en plus méfiants par rapport aux molécules chimiques, ils se tournent vers les plantes, ils se tournent beaucoup vers les produits bio, les produits naturels. Alors c'est vrai et c'est faux. C'est vrai globalement, mais depuis l'effet Covid, le bio a baissé de 25% sur le marché français. Pourquoi ? Tout simplement pour une question de prix. Donc c'est plus cher tout ce qui est bio. C'est nettement plus cher, donc les gens ils sont revenus vers le conventionnel. Et puis on confond bio et récolte sauvage, mais la récolte sauvage on ne peut pas la qualifier de bio puisqu'elle ne répond pas au cahier des charges des bio. Mais les récoltes sauvages dans le Massif central, pour prendre une région qui est pas loin de Châteauroux, on va accueillir des plantes médicinales, du millepertuis, il est tout à fait naturel, il n'a aucun traitement, dans la montagne on ne fait pas de traitement, donc on a des produits de bonne qualité. Et bon, au laboratoire, bien sûr, on regarde ça, on regarde la bactério, on regarde le titrage en principe actif aussi, ça me paraît évident. Oui, ce qui m'a interpellé, on a sauté une étape, en 85, vous fondez donc votre propre laboratoire, vous êtes passionné, en constante recherche, vous vous informez sur les études cliniques, les thèses doctorantes en pharmacie à travers le monde, vous vous rendez sur place dans les facultés de pharmacie, surtout celles d'Amérique du Sud, d'Afrique, où vous rencontrez de nombreux praticiens, mais lorsque je me suis un petit peu renseignée sur le fonctionnement de votre laboratoire et tout, j'ai vu que la première étape, c'était la désinfection des plantes. Mais les plantes qu'on récolte comme ça dans la nature, elles sont infectées? Pourquoi vous lavez vos tomates quand vous faites une salade de tomates? Pourquoi vous lavez vos radis? Pourquoi vous... Les désinfections? Non, c'est débactérisation, c'est débactérisation. Est-ce que sur toutes les plantes, il peut y avoir, et vous ne le voyez pas à l'œil nu, des champignons, exactement, des levures, des moisissures, voire même des germes fécaux, donc c'est un petit peu toxique quand même. Donc il est important de débactériser les plantes. C'est une débactérisation de surface à l'intérieur. S'il y a des métaux lourds, ça on le voit à l'analyse, donc s'il y a trop de métaux lourds et qui ne répondent pas aux chartes de la pharmacopée européenne, on ne prend pas le lot. Tout à fait. Mais il faut absolument nettoyer la plante en surface. Ça, c'est prépondérant. Puis aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Il y a le laboratoire Fenioux, certes. Et le laboratoire Aquapharma, c'est moi qui lui ai demandé, une fois que j'étais installé, utilise cette méthode. Fais pas les rayons gamma, parce que tu détruis tes enzymes. Et les enzymes, c'est la batterie énergétique de la plante. C'est la vie de la plante. Et la date de péremption, c'est la mort des enzymes de la plante.
Bon, progressive, certes. Donc, aujourd'hui, la date de pension est de 3 ans, pour les plantes médicinales. Dans les années 80, c'était 5 ans. Je trouvais que c'était un peu long. Un peu large. Et donc, le docteur Ombi, qui était mon patron à l'époque, a demandé au ministère de revenir à 3 ans. Je crois que c'était une bonne initiative. Une bonne initiative. Alors, votre objectif à vous, c'est la phytothérapie sur prescription médicale. C'est-à-dire des compléments, on va dire alimentaires, ou voilà, qui sont prescrits par des médecins et qui donnent des résultats. C'est-à-dire que vous avez cette approche scientifique et vous voulez des résultats concrets. Voilà, je veux une approche scientifique, mais si vous donnez à un médecin un complément alimentaire qui ne donne pas de résultat, il ne va pas recevoir mon visiteur médical. Oui. Parce que la prochaine fois qu'il va se pointer, il va dire, bon écoute, tu m'as conseillé ça, ça marche pas, c'est plus la peine d'en revenir. Mais souvent, les praticiens eux-mêmes disent aux familles, quand les familles réclament des compléments alimentaires, je prends par exemple le cas des personnes qui sont en fin de vie, ou bien qui, pour une raison ou une autre, ne se nourrissent pas trop, donc il y a des compléments alimentaires qu'on va donner, ou des vitamines et tout, et certains praticiens disent, oh, vous savez, c'est plus pour faire plaisir à la famille, pour que la famille ait bonne conscience, mais ça n'apporte rien aux malades, c'est plus un effet placebo. Qu'auriez-vous à répondre à ces gens-là? Ce que je vais répondre, c'est simple. Ces médecins, ces scientifiques qui disent ça, ils n'ont pas étudié la phytothérapie. Il faut faire preuve aussi de bon sens. Pourquoi qu'on a appelé ça complément alimentaire? Si ce n'est que pour compléter une alimentation qui est insuffisante en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, en oméga 3, tout ce que vous voulez. Donc ces gens-là n'ont pas étudié, donc ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Et je veux dire, c'est très important. Je peux vous donner des exemples. Quand j'étais petit garçon, mes parents faisaient des céréales, du blé, ils faisaient 20, 22, 25 quintaux. Aujourd'hui, sur les mêmes terres, on est capable de faire 80 quintaux de blé. La différence, c'est qu'un grain de blé il est capable de capter dans la terre, mettons, 3 mg de calcium ou de magnésium, qu'importe. Mais que le rendement il soit de 20 quintaux ou de 80 quintaux, il n'en prendra toujours que 3 mg. C'est-à-dire qu'il est 4 fois moins titré. D'accord. Donc votre farine que vous allez faire, elle va être beaucoup moins titrée en minéraux. D'accord. Et c'est pas tout, c'est qu'aujourd'hui, on enlève le son. On enlève le son pour faire des découpes fins, etc. On enlève le germe du blé qui contient du tocopherol, de la vitamine E, vitamine de la peau, de la fertilité, enfin qu'importe. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on enlève un peu tout du grain de blé. Et on a un produit qui est une farine dénaturée. Donc le pain que je mangeais quand j'avais 15 ans, il se conservait. Aujourd'hui, à la fin de la journée, il est déjà sec. Donc pourquoi s'il n'y a pas ce son? Et ce son, il est indispensable. Ce son, quand vous l'avalez à travers le pain, eh bien le son, il va piéger des molécules lipidiques, des sels de cholestérol. Donc il a son rôle aussi dans le transit intestinal. Donc il va donner du ballast au bol fécal. Donc je veux dire, il a une grande utilité. Mais maintenant ils font carrément du pain au son à côté. Maintenant on fait du pain au son, bah oui, mais on le vend un peu plus cher. Oui, on le vend un peu plus cher, ça fait un produit plus à vendre. Tout à fait. Il y a une notion commerciale, mais pas une notion diététique. Tout à fait. Donc le commercial l'emporte le bon sens sur la diététique. Alors partout vous avez plaidé comme ça pour une phytothérapie nouvelle. Vous êtes persuadé que les produits de la terre, de la mer, de la ruche, eh bien, nous aideront à mieux vivre. On en suis intimement convaincu. Bah oui, hein. Et puis, les résultats me donnent raison, parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui conseillent de la phytothérapie, qui font des thérapies alternatives multiples. Ils utilisent les minéraux, ils utilisent les vitamines, ils utilisent les oligo-éléments, ils utilisent bien sûr les plantes. Donc, il y a une ouverture d'esprit quand même là-dessus. On revient, même les médecins reviennent un peu à la nature. D'accord. Alors on va passer rapidement sur un sujet parce que c'est pas le propos du livre, mais c'est quand même intéressant de savoir que vous avez longtemps travaillé, vous continuez de travailler sur l'allongement des télomères en stimulant une enzyme. Alors c'est quoi? C'est les marqueurs de notre espérance de vie? Exactement. Les télomères, c'est les marqueurs de notre espérance de vie en bonne santé. Oui. Et donc tout le monde parle d'anti-âge, d'anti-vieillissement. Donc j'ai cogité là-dessus, j'ai mis au point un complexe polymoléculaire.
et ce complexe moléculaire, on a fait une préétude clinique avec le docteur de Gégère à Paris. Et c'est basé sur les travaux de 3 prix Nobel, je crois. Oui, je me suis basé sur ces travaux, mais les molécules, c'est moi qui les ai choisies. Hein. Et donc, on a fait une petite étude, une préétude, sur une dizaine de personnes. Ah, je crois que c'était juste sur les souris, vous avez essayé sur les personnes. Non, je vais vous expliquer les souris, et ça a marché. Donc après, on a fait une étude clinique en double aveugle versus placebo. Et là, ça a marché plus que je ne l'espérais. Et puis, alors les souris, je veux dire, le paramètre est différent. Parce que les souris, on est arrivé à les faire, dans certains cas, doubler leur espérance de vie. Incroyable. Doubler notre espérance de vie en tant qu'humain. Mon ami Grishka Bogdanov, oui. Ouais. Grishka me dit, on peut peut-être y arriver. Je dis, non, il ne faut jamais dire ça. D'abord, parce qu'on ne peut pas le prouver. On peut gagner 15-20 ans, c'est possible. En bonne santé. Mais en bonne santé, mais doubler, non. Et puis, l'expérience sur les souris, il y a quelque chose qui me chagrine. C'est que, est-ce que la souris, elle subit la pression, le stress oxydatif que tout à chacun peut subir? Il a des problèmes avec ses enfants, il a des problèmes avec son boulot, il a la bagnole qui ne veut pas démarrer, il y a eu le feu dans le grenier, enfin, il y a mille et une raisons pour avoir un stress oxydatif permanent. Donc la souris, non, elle a sa petite cage de père en fils, de mère en fille, et elle n'a pas ce stress. Maintenant, est-ce que la souris, elle va au fast-food? Est-ce que la souris, elle fume, elle se drogue, elle boit? La réponse est non. Donc on ne peut pas vraiment comparer. Tout à fait, tout à fait. Donc bon, cependant, beaucoup de médicaments sortent à la suite d'études sur la souris. Tout à fait. Et donc, Elizabeth Blackburn, elle a donné des antiradicalaires à ses souris. Les souris, dans les tests de labyrinthe, ils se retrouvaient beaucoup plus facilement. Donc, il y a eu un travail fait sur les souris. Elle a été prix Nobel avec de ses compères. Et elle le mérite. Et aujourd'hui, la souris, moi, ça ne me passionne pas plus que ça. D'accord. Alors, parallèlement à votre quête, à vos recherches à travers le monde, vous écrivez plusieurs ouvrages à votre actif, un livre autobiographique de toutes ces forces, de toutes ces plantes, puis suit Bien manger, bien maigrir, tiens ça nous intéresse, et puis aujourd'hui donc votre 4e ouvrage sur le déclin cognitif et Alzheimer. Et donc en fait ça fait plusieurs années que vous vous intéressez comme ça à la maladie d'Alzheimer qui gagne du terrain, et la journée mondiale d'ailleurs ça se tiendra ce mois-ci, 21 de ce mois. Alors, parlons un peu de ce nouveau livre. Hein. Hier, c'était la signature justement de ce livre, une séance de dédicace qui s'est tenue à Tunis. Vous proposez des solutions innovantes. Vous ouvrez de nouvelles portes sur la maladie d'Alzheimer, on va dire. Je suis parti, moi j'ai voulu faire preuve de bon sens, de science et de bon sens. Et je me suis dit, la planète entière se focalise sur les bêta-amyloïdes. C'est bien, mais pour moi, c'est insuffisant. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'échec le plus parfait, le plus complet. Donc, mon paradigme était le suivant. Je dis, bon, dans la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ben, il y a des métaux lourds. Donc, il faut trouver des chélateurs de métaux lourds qui passent la barrière hémato-encéphalique. Faute de quoi, c'est l'échec. Après, il faut trouver un anti-inflammatoire, parce que les métaux lourds vont créer une inflammation. Ils vont créer un stress oxydatif. Donc, il faut trouver encore des molécules, encore une fois, qui passent la barrière hémato-encéphalique. Et puis, je conseille, parallèlement, dans ce nouveau paradigme, de la micronutrition, de l'alimentation. Je conseille aussi de faire de la culture physique. Je conseille aussi de faire de la culture de nos méninges, c'est-à-dire faire des mots fléchés, croisés, jouer aux échecs, apprendre un poème de Victor Hugo ou une fable de La Fontaine, ou que sais-je encore. Oui, ça c'est préconisé de toute façon pour ça fait les grandes rivières. Pour entretenir les neurones, on dit toujours lire, faire des mots croisés. Même si c'est pas la panacée, les uns à côté des autres, ça fait une valeur associative qui est intéressante. Et puis, bien sûr, les molécules pour le déclin cognitif que je préconise, qui sont dans cet ouvrage. Donc, j'ai complètement, presque d'un revers de main, oublié, ou fait semblant d'oublier, ce qu'on connaissait aujourd'hui. C'est-à-dire que pour vous, les réponses thérapeutiques ne proviennent pas uniquement des neurologues, des neurosciences, mais viennent aussi d'autres domaines que vous envisagez. Il y a toute une partie, la seconde partie de l'ouvrage d'ailleurs. Et puis, il y a aussi quelque chose que vous mettez en avant, c'est le diagnostic précoce. C'est ça le truc. Et c'est ça mon problème, c'est le problème des médecins.
Parce que le diagnostic précoce, pour le faire, il faut que le sujet aille voir son médecin. Or, il n'ira pas le voir. Dépistage. Pourquoi qu'il ira le voir? Bah, je suis bien, moi. Oui, c'est pas parce que j'ai perdu mes clés. Ouais, on va pas faire une maladie. Ouais. Et encore s'il perd ses clés, il les retrouve dans la journée, c'est pas grave. Mais s'il les retrouve pas, ou son portable, là ça devient plus grave. Mais c'est un déni. C'est un déni. On veut pas aller consulter, on s'y refuse. Ouais. On s'y refuse d'aller consulter, de faire un test amnésique. A fortiori, on va pas faire une imagerie, un IRM. Bah oui, Je oui. dis, ah bah tiens, par précaution, je vais faire un IRM du cerveau. Non, ça se fera jamais. Et c'est là tout le problème. Et moi, avec Grishka Bogdanov, il voulait aller au ministère avant de partir pour justement vendre cette idée de faire un examen amnésique à 55 ou 60 ans, comme les femmes font un examen, Une mammographie. à 50 ans, donc, et après bien sûr. Ou les hommes pour la prostate. Voilà, ainsi de suite. Ouais. et tout à fait. Donc il faudrait faire un test au bon moment. Alors est-ce que c'est 55, 60 ans? De toute façon, il y aura toujours des exceptions. Et c'est ce que Grishka Bogdanov voulait faire, mais il n'a pas eu le temps de le faire, parce qu'il est décédé du Covid, ainsi que son frère. Et donc, j'ai plus d'ambassadeur. Qu'on la faconde, qu'on l'aura, qu'on la prestance. Donc, et trouver un garçon qui croit dans ce sujet, dans ce domaine, qui croit dur comme fer, et qui est capable de transmettre ce que je fais au ministère et les convaincre. Parce qu'il sait convaincre. Donc, oui, il savait, pardon. Donc, j'ai plus cet homme. Vous-même, vous savez être convaincant lorsque vous voulez. Je me rappelle au moment du Covid, vous avez adressé une lettre ouverte au président de la République, à M. Macron, en lui disant comment, en ce moment, avec les métiers non essentiels, vous savez, cette phrase qui avait été terrible, qui avait été sortie, et en disant, vous pensez que c'est plus essentiel d'aller là que là, et tous ces métiers qui sont en train de mourir, ces industriels qui sont proches du suicide, et cette lettre était très convaincante. Donc vous savez être convaincant quand vous voulez. Ouais, j'ai prêché dans le désert. Hein. J'ai prêché dans le désert. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont suivi. Il y a eu des chansons, des tas de choses, des artistes. Surtout les petits commerçants qui m'ont remercié, parce que je suis assez connu dans le département, vous en doutez, pour plein de raisons. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'ils m'ont remercié, ça fait chaud au cœur. Pas que pour ce que vous faites, on va en parler, parce que vous êtes aussi un champion cycliste. On va y revenir tout à l'heure. l'heure. J'y étais. Ah bah oui, mais quand même, hein, vous avez même un titre mondial, quand même. Voilà, il faut le dire. Et puis vous continuez d'aider beaucoup le cyclisme. Bon, on referme la parenthèse, on y reviendra peut-être tout à l'heure et tout. Donc pour vous, le facteur métabolique, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, est primordial dans la genèse de ces maladies. Et là, vous appuyez encore sur des travaux, les travaux du docteur Bredsen, par exemple. Oui. Voilà, donc en fait, il y a toute une partie dans votre ouvrage où vous préconisez, on va dire, une stratégie thérapeutique, des solutions pragmatiques sur notre alimentation, sur notre mode de vie, sur... Exactement. Je veux dire, c'est à très large spectre. C'est ce que fait ce médecin américain, avec succès. Il a reconnu des dizaines et dizaines et dizaines de malades. Et donc, moi, je suis peut-être encore plus large, parce que je viens les enquiquiner, entre guillemets, en disant faites un peu le sport physique et mental. Bah oui. Surveillez votre alimentation, limitez les viandes rouges, donc évitez le stress, limiter le stress. Alors ça, tout. c'est plus compliqué, parce que si tu as un chef d'équipe qui t'embête à longueur de journée, c'est compliqué. Si tu as un gamin... à la ferme. On retourne à la ferme de vos parents. Voilà, mais donc avec les vaches, les chèvres, on s'entendait très bien. Ouais. Il n'y avait pas de stress. Bon, l'image est marrante, mais le stress dans notre vie, de nos grandes villes, c'est compliqué. Et la pollution n'est pas la même. Vous parlez de Châteauroux, Châteauroux c'est quand même infiniment moins pollué que Paris. C'est-à-dire que je respire l'air de Châteauroux, elle est plus pure que presque toutes les semaines je vais se à Paris. Promener le long de l'Indre, c'est autre chose que le long de la Seine. Complètement. Et puis, vous savez, moi quand je mets mon parfum le matin, je le fais en apnée. C'est-à-dire, je retiens ma respiration, je fais 2-3 petits cheats, et après je respire normalement. Mais jamais pour ne pas inhaler. Pour pas inhaler justement une partie du parfum. D'accord. C'est une petite précaution, mais c'est des sommes de petits détails qui font des grandes choses. Alors, la dernière partie de votre ouvrage, en fait, c'est une succession de questions auxquelles vous répondez. Alors, je vais vous poser quelques questions rapidement. La première qui évoquait: le vieillissement du cerveau est-il inévitable?
le vieillissement du cerveau est-il inévitable? Globalement, je répondrais oui. Pour oui. l'instant. Oui. Tout à fait. Et pourquoi les femmes sont-elles plus atteintes? C'est une histoire d'hormones? Il y a une histoire d'hormones, ça c'est certain, mais il y a d'autres paramètres qui nous échappent, aujourd'hui dans l'état actuel de nos connaissances. Et alors aussi, il y a un autre phénomène, c'est les médicaments, les somnifères, les antidépresseurs. Oui, et des médicaments à éviter. Voilà. Et des médicaments à éviter, vous avez peut-être pu le lire dans le livre. Mais l'histoire d'hormones, je suis un peu limité. Parce que à l'âge de 60 ans, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes qui contractent Alzheimer. À 70 ans, vous prenez un net avantage. On est à 65-35. Un peu comme pour les maladies cardiovasculaires. Oui. La femme est protégée jusqu'à la ménopause et voilà. puis après, voilà. Et puis à 80 ans, vous êtes archi vous êtes 7... on est en tête du peloton. Et puis, en tête du peloton. Et puis à 90 ans, c'est 9 femmes pour un homme. Ouais, donc et on pense qu'à 90 ans, enfin c'est des projections, on pense qu'un Français sur 3 sera atteint à l'âge de 90 ans de la maladie d'Alzheimer. Donc la prévention, c'est le déclin cognitif. C'est là qu'il faut travailler. Et l'énigme, comment faire venir ces gens-là? Si ce n'est, je veux dire obligé, mais presque inciter la population à faire un examen amnésique, ou aussi un truc tout bête, qui est vite fait, le médecin pourrait le faire, c'est faire sentir un parfum, mettons de violet, de n'importe quel parfum, et s'il le sent, même s'il se trompe d'odeur, c'est pas trop grave. Mais s'il sent rien, là, c'est le Covid. Ouais. Là, ça ne sent rien. Là, c'est mauvais. Tout à fait. Alors dites-moi, cet ouvrage, c'est l'aboutissement d'une réflexion, d'un long travail, passé à s'informer sur les études, les découvertes les plus récentes. En fait, vous n'avez pas la prétention de guérir l'Alzheimer et les déclins cognitifs, mais vous ouvrez la porte à l'espoir de ralentir la progression de la maladie? C'est à peu près ça, mais c'est pas complètement ça. Je pense que si je remédie au déclin cognitif, il y aura peu d'Alzheimer. Donc la première marche, c'est le déclin cognitif. Je vais peut-être mal prononcer. Et après l'Alzheimer, on peut recoder. Brenda Sen le fait très bien. Donc je vois pas pourquoi je le ferai pas. Mais il faut pour cela mettre sur le marché, mettre à la disposition des thérapeutes des complexes polymoléculaires, parce qu'on n'arrivera jamais à soigner un déclin cognitif ou Alzheimer avec une molécule. J'ai reçu le dernier Science Avenir la semaine dernière au laboratoire. Il y a un médecin qui disait: on a trop focalisé sur les bêta-amyloïdes, il faut avoir un spectre plus large, avoir une ouverture d'esprit plus large, et peut-être s'attaquer ou s'intéresser à l'immunité, ce qui est pas faux. Et donc il faut plusieurs molécules pour arriver à un résultat. Ouais. Et donc attaquer, si c'est Alzheimer, le faire le plus tôt possible. Parce qu'à un certain stade, c'est fini. Il y a un stade où on peut reconnecter, on peut recoder. Il y a un stade où on peut, j'ai pas la preuve, ralentir la progression d'Alzheimer. Et puis après, il y a 3 autres stades où faut oublier, c'est fini, quoi, malheureusement. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Un peu comme en cyclisme, puisque vous êtes également sportif, adepte du cyclisme. Vous avez longtemps pratiqué le cyclisme sur piste en compétition. Vous avez obtenu différents records dans la discipline. Vous établissez en 2017 le record du monde de l'heure en 53,101 km/h. C'est ça, sur le vélodrome d'Aguascalientes. C'était au Mexique. Oui. Voilà. Vous êtes très investi dans le cyclisme sur piste à travers la Fédération française de cyclisme. Votre nom, d'ailleurs, est associé aux manches de la Coupe de France de cyclisme sur piste. Plusieurs compétitions sportives portent d'ailleurs votre nom, comme l'Anneau d'Or Fenioux ou encore le Grand Prix Christian Fenioux. Oui. Donc, quand tout à l'heure je vous disais que voilà, vous étiez connu dans le monde du cyclisme, vous me disiez non, pas non, mais si, vous êtes un champion, vous reconnaissez, puis vous faites beaucoup, vous continuez d'aider beaucoup de jeunes aussi au niveau du cyclisme. Quel serait votre mot de la fin, Christian Fenioux? Un conseil par rapport à tout ce que vous avez vu, toutes les personnes que vous avez rencontrées, toutes ces méthodes de vie aussi que vous avez étudiées. Qu'est-ce que vous diriez aux gens? Je demanderais à tous ceux qui m'entendent
de savoir conjuguer le verbe aimer. Le verbe aimer. D'accord, c'est beau. Oui. Merci infiniment. Je rappelle qu'hier, vous avez présenté votre nouveau livre, Alzheimer et déclin cognitif, des solutions innovantes. Vous suggérez, face à la multiplication des dégâts neurodégénératifs, de donner enfin à nos cerveaux modernes tout ce que la nature peut offrir. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes phytothérapeute, chercheur et auteur, et que nous avions l'immense plaisir de recevoir Christian Feniou. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais, c'est revenir ici dans 30 ans. Bien, bienvenue, j'y serai peut-être plus, moi je serai à la retraite d'ici là, merci beaucoup. C'est quoi la retraite? Merci infiniment, merci très bientôt. Infiniment à vous aussi, merci.